C'est l'heure de notre grand rendez-vous Game Business avec Guillaume Monteux. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Ça fait tellement longtemps. Ça fait tellement longtemps. Guillaume, quelle joie de vous retrouver. Président de Gatsby, société donc spécialisée dans l'in-game advertising. Et aujourd'hui Guillaume, vous analysez pour Smartech les enjeux business de cette industrie du jeu, bien évidemment. Mais on va quand même commencer par une news sociale. Absolument, parce que l'industrie du jeu vidéo, la première industrie culturelle du monde, vit des moments un peu compliqués. Certes, le chiffre d'affaires est en croissance. Certes, le temps d'engagement des joueurs est lui aussi en croissance, mais il faut aussi dire que bon nombre de sociétés aujourd'hui, dans ce domaine-là, licencient. On l'a déjà dit à votre antenne, EA, Ubisoft, Embracer, même Twitch. Rien que l'année dernière, on parle de près de 20 000 licenciements dans le secteur. Donc ça fait quand même beaucoup. Eh bien, tenez-vous bien, Delphine. Il y a quelques jours, les instances américaines viennent de voter une loi assez intéressante puisqu'elle interdit les clauses de non-concurrence. C'est-à-dire C'est-à-dire, en fait, il y a 18% des travailleurs aux US qui ont une clause de non-concurrence. Une clause de non-concurrence, c'est quoi ? C'est une clause qui empêche tout salarié d'aller travailler chez un concurrent de la société qui les emploie, quand il la quitte, y compris quand ce départ est à l'initiative de l'employeur. Eh bien, la FTC, pour introduire plus de dynamisme, favoriser les mouvements, la création de start-up, considère que le secret des affaires, d'une part, les accords de confidentialité suffisent à protéger les sociétés sans rajouter en plus des clauses de non-concurrence dans les contrats de travail de ses salariés. Donc typiquement, quelqu'un qui travaille dans un studio de jeu aujourd'hui pourra aller travailler dans un studio de jeu concurrent sur un jeu similaire dans un avenir très proche. Et alors ça pourrait changer quoi, ça ? Alors, ce que recherchent les instances américaines, c'est, encore une fois, la fluidité de l'emploi et surtout donner une chance aux équipes qui ont été licenciées, aux équipes de jeu qui ont été licenciées, de poursuivre leur projet ailleurs et donner une chance aussi aux équipes dont le projet aura été arbitré, typiquement sur l'autel de la marge, de pouvoir aussi, là, continuer leur projet, pourquoi pas, chez un concurrent. Donc on devrait, dans un avenir très proche, dans notre secteur, voir énormément de studios peut-être se créer, moins de projets abandonnés, et en fait, les sociétés, en général, vont plus faire attention, effectivement, aux licenciements qu'ils vont faire. Attention, ce que je dis s'applique aux États-Unis, pas en France, parce que quand elles sont bien écrites, les clauses de non-concurrence en France, elles sont tout à fait valides. Ok, mais ça ne s'applique pas uniquement aux studios de jeu, en revanche. Non, ça ne s'applique pas à studios de jeu, mais quand même, ça a un impact très important dans l'industrie du jeu vidéo, et notamment, par exemple, si je prends Unity, qui est le moteur de rendu qui est utilisé par 90%, on va dire, des jeux mobiles aujourd'hui. Bon, eh bien, Unity, qui là aussi est en croissance de chiffre d'affaires, annonce son 5e plan social. Et annonce licencier 25% de son effectif. Quand vous travaillez dans un moteur de rendu, vous avez acquis une vraie expérience qui est très rare, qui est très pointue, qui est très technique. Avec une clause de non-concurrence, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes obligé de mettre fin, entre guillemets, à votre carrière et de laisser de côté toute l'expérience que vous pourriez avoir acquise typiquement chez Unity. Maintenant, on va pouvoir non seulement peut-être voir des gens partir chez les concurrents de Unity, encore une fois, qui a 90% de part de marché sur les jeux mobiles. Et pourquoi pas, parce qu'il y a 25%, ça fait quand même du monde, peut-être des startups se créer pour peut-être faire concurrence en fait à Unity. Licencier a toujours été une grande responsabilité pour les sociétés, ça on le sait bien. Mais maintenant que les clauses de non-concurrence ne vont plus s'appliquer aux US, peut-être qu'il va y avoir un peu plus de compétitivité directe et un peu plus de pouvoir au sein des salariés, ce qui est une bonne chose. Allez, on passe à Netflix, donc, qui a annoncé ses résultats récemment. 270 millions d'abonnés, donc c'est une nette croissance. Incroyable, c'est formidable, incroyable pour Netflix, qui est évidemment dû à la qualité du catalogue, qui est aussi dû à leur politique d'anti-piraterie. On ne peut plus maintenant se partager, comment dirais-je, le compte Netflix, il faut l'acheter pour... Oula, oui. Voilà. Mais ce qui est intéressant, 270 millions de personnes, c'est de le comparer à notre industrie du jeu. Et en fait, en termes d'abonnement, si on fait un petit décompte, c'est quoi ? PlayStation, Sony, le PSN, 123 millions d'abonnés. Xbox Game Pass, 50 millions d'abonnés. Nintendo eShop, 40 millions d'abonnés. Donc on est quand même dans des zones, si vous voulez,
qui sont d'entertainment, où on voit très bien que les masses s'agrègent autour des géants, et c'est ça qui est très intéressant. Et d'ailleurs, ces masses sont assez comparables. En divertissement, la publicité, Netflix, les jeux vidéo, Netflix, on est quand même dans des très grosses masses. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que dans l'industrie du jeu vidéo, les potentialités de monétisation sont incroyables. Parce que Netflix, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont encaisser leur abonnement. Ils multiplient par 270 millions. C'est pas mal déjà. Oui. C'est déjà pas mal. Mais qu'est-ce que vous faites avec un abonnement PlayStation ? Rien du tout. Avec un abonnement PlayStation, vous payez aussi les 10 € par mois, mais vous devez acheter en plus une console, Sony, et des jeux. On est quand même dans un rapport à la rentabilité qui n'a rien à voir, et le jeu vidéo a vraiment de très beaux jours devant eux. Bon, alors en parlant de cette dynamique, on a justement des chiffres qui ont été publiés par le CEL. Absolument, le CEL dont on a reçu le président il n'y a pas si longtemps que ça. Le CEL, c'est le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, et ils viennent de sortir, comme tous les ans d'ailleurs, leur étude sur le marché du jeu vidéo, typiquement, mais en France. Bon. Donc on va faire un petit zoom sur les chiffres français. On avait dit en 2020, en 2021, parce que les chiffres de l'industrie en France étaient exceptionnels. Et oui, mais tout le monde est chez soi pendant le Covid, donc on a des résultats exceptionnels dans le monde du jeu vidéo. Attention, attention, en 2022, ça va fortement chuter. Bon, les observateurs en 2022 ont dit « Ah, attendez, le chiffre d'affaires global des jeux vidéo en France, mais en fait, il est étal à celui de 2021. Donc on est sur un plateau maintenant. » Et en fait, attention 2023. Et attention 2023. Mais en fait, ce qui est un peu grave quand même, c'est que les prises de décision de licenciement se font aussi à l'aune de ces observations-là. Et en fait, pas du tout. Le rapport du CEL là, qui est sorti il y a quelques jours nous apprend qu'en 2022-2023, il y a une augmentation de 10% du chiffre d'affaires, presque 10% du chiffre d'affaires, ce qui est littéralement énorme. Plus de 10%, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, c'est plus que l'inflation. Donc on est dans une vraie progression, si vous voulez, de ce secteur-là, y compris en France. Donc dans le monde, on le savait, mais y compris en France. Alors, il y a une vraie croissance de chiffre d'affaires, mais les observateurs ont quand même raison en disant que cette croissance, elle est quand même fragile, parce que les marges s'amenuisent. Et pourquoi les marges s'amenuisent ? Parce que les attentes des joueurs sont telles, à la fois sur le hardware et à la fois sur les jeux, que bien évidemment, quand on fait un nouveau hardware, comme c'est le cas en ce moment, quand on fait de nouveaux jeux, c'est tout de suite des investissements qui sont colossaux. Et alors plus précisément, quelle est votre analyse donc ? Alors, l'analyse, moi je lis et j'analyse effectivement les chiffres qui sont rapportés par le CEL. Et le premier chiffre qu'il rapporte, c'est effectivement la croissance par support. Donc, on remarque d'abord que celui qui croît le plus, c'est le monde de la console. Bon, 24% de croissance, 2022-2023, sur le marché, si vous voulez, console. Bon, ça c'est un. Parallèlement à ça, on apprend que les ventes physiques versus les ventes digitales, en fait, ne décroissent pas vraiment en ratio. Attention, évidemment, il y a plus de jeux vendus en digital que de jeux vendus en physique. Il y a 2 jeux vendus en digital pour un jeu vendu en physique. Mais cette proportion, ce ratio, en fait, ne décroît pas vraiment. On est sur une décroissance d'1%. Donc, quasiment, j'ai envie de dire, anecdotique. En fait, ce qui montre la capacité commerciale et marketing intelligente du réseau de points de vente physiques en France et dans le monde. Ce que nous apprend aussi le CEL, c'est que le segment PC Gaming chute de 8,5%, que le marché du mobile croît de 5%. Tout ça est très attendu, très logique. Pourquoi ? Parce qu'on est tous en modèle, en mouvement, et on est tous devenus quelque part des nomades. Et donc, c'est pas étonnant, si vous voulez, que le mobile progresse contre les PC de gaming qui sont évidemment des PC fixes. En revanche, la répartition du chiffre d'affaires PC, mobile, console, le CEL nous dit 25% de part de marché pour le PC, 25% de part de marché sur le mobile et 50% de part de marché de l'industrie sur la console. Ce qui est vrai, mais ce qui est trompeur. C'est-à-dire ? Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, ce que compte le CEL, ce sont les ventes pures. Or, 95% des jeux qui sont joués sur le mobile sont monétisés par la publicité, qui ne sont pas intégrés dans cette étude. Donc, oui, on est à une domination de la console en vente pure. En revanche,
la monétisation se fait principalement sur les jeux vidéo mobiles, puisqu'ils représentent 70% de la monétisation globale. Justement, que nous dit cette étude là sur les ventes de jeux? Alors les ventes de jeux, c'est sans surprise. On a le top 5 des jeux vendus en France. On va retrouver FIFA, enfin ce qui s'appelle maintenant EA Sport FC 2024, puisqu'ils n'ont pas souhaité poursuivre leur collaboration avec la FIFA. On va retrouver Zelda, on va retrouver Mario, on va retrouver Call of Duty, qui a été objet de discussions entre Sony et Microsoft. Vous vous rappelez quand Microsoft Saga a acheté Activision, évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est que le CEL nous apprend quand même que Zelda a fait gagner 60 millions d'euros en France, uniquement en France, à Nintendo. Que EA a gagné 100 millions d'euros en 2023 avec leur jeu EA FC 2024. C'est juste incroyable. Plus d'1 million de copies vendues pour chacun de ces jeux. En France, la population entre 15 et 64 ans, c'est 30 millions de personnes. Il y a à peu près le même nombre de foyers, si vous voulez, en France. Ça veut dire que dans un foyer sur 15, on joue à FIFA. Rien qu'à FIFA, Vous imaginez le footprint, si vous voulez, du jeu vidéo dans nos vies. Alors, justement, sur le type de jeu joué en 2023, c'est quoi? C'est du sport? Non. Alors voilà. Là aussi, on parle de FIFA. On parle de FIFA, mais oui, FIFA n'est pas le plus gros jeu joué dans nos salons. Et c'est ce que le CEL nous rappelle. Les plus gros jeux joués, ce sont des jeux d'action, ce sont des jeux d'aventure. C'est Spider-Man, c'est Spider-Man, excusez-moi. C'est Harry Potter, c'est les jeux Star Wars, c'est la saga GTA. Et encore, cette diapo ne montre que les jeux qui sont vendus, donc achetés. Eh oui. Là, il n'y a pas les jeux mobiles sur lesquels bon nombre de personnes jouent. Et qui joue? Tout le monde. 7 Français sur 10 jouent. 85% des joueurs ont plus de 18 ans. Tout le monde joue. Les hommes, les femmes. Et grosso modo, d'ailleurs, le CEL nous apprend que la répartition hommes-femmes, c'est 50-50. Le CEL nous apprend aussi que l'âge moyen d'un joueur en France, c'est entre 38 et 40 ans. 38 pour les joueurs occasionnels, 40 ans pour les joueurs, j'ai envie de dire, tout l'ensemble des joueurs. Et regardez la prochaine diapositive, parce qu'elle concerne la répartition des joueurs par tranche d'âge. Si on sait à peu près, c'est la diapositive juste d'après. Ah oui, j'ai mis mes lunettes exprès pour... Voilà, c'est celle-là. Si on pouvait anticiper que entre 15 et 17 ans, 90% des gens jouaient, des enfants jouaient, il y a 61% des 50-64 ans qui jouent. Oui. 61%. C'est ce que nous dit le CEL. Et tout le monde joue en réseau. Pourquoi ? Parce que c'est sympa, on y rencontre des gens, on a des vraies interactions. Et d'ailleurs, l'IA dont vous venez de parler tout à l'heure a du mouron à se faire dans le jeu vidéo. Pourquoi ? Parce que 80% des joueurs, typiquement, préfèrent jouer à FIFA contre une autre personne plutôt contre l'ordinateur. Oui. Bon, après, l'IA peut être utilisée d'une autre façon dans le jeu. On en a parlé aussi. C'est vrai. Vous êtes intéressé également à la classification de l'âge. Oui, parce que le jeu vidéo, là aussi, c'est une idée que casse le CEL, fait très attention, si vous voulez, à son inventaire. Et typiquement, de la même manière qu'on a une classification des films, eh ben, on a une classification des jeux vidéo. C'est la classification... Interdit au moins 12 ou moins 18. 12, 7, 18, etc. Et seulement 15% des jeux sont interdits aux moins de 18 ans. Ah, donc ça fait quand même pas beaucoup. Alors ce sont des gros jeux. Typiquement, GTA, c'est interdit aux moins de 18 ans. Red Dead Redemption, les gros blockbusters, Call of Duty, c'est interdit aux moins de 18 ans. Mais si on rapporte, si vous voulez, le temps passé sur ce type de jeu au temps passé au global, en fait, c'est pas si grand que ça, parce que Fortnite, c'est 12 ans, Rocket League, c'est 12 ans, Fall Guys, c'est pareil, World of Warcraft, c'est PEGI 12. Donc on est, si vous voulez, quand même sur un environnement qui est relativement safe, relativement, j'ai envie de dire, prévenant, ce qui rassure les parents, mais ce qui rassure aussi les marques, Delphine. Absolument. Alors, on va faire un petit détour par la Chine, où tout le monde joue aussi, évidemment, mais enfin, pas forcément avec les mêmes choix, ni le même temps de jeu. Ça, c'est sûr. Alors là, la Chine, on est dans une autre dimension. D'abord, en Chine, on a les plus gros acteurs du monde du jeu vidéo. Tencent, NetEase. Géants chinois, qui d'ailleurs sont présents en France, puisque NetEase, ils ont fait l'acquisition de Quantic Dream, et puis Tencent, ils sont présents au capital d'Ubisoft, ils sont présents au capital de Vodou. Les Chinois, ils sont quand même bien présents, je veux dire, dans le monde entier, et aussi chez nous. Bon. Vous savez combien il y a de joueurs
en Chine? Aucune idée. 600 millions, presque 10 fois la population française. Bon, c'est la Chine, oui. Voilà, mais on n'y joue pas dans les mêmes conditions qu'en France. Et typiquement, tous les joueurs mineurs doivent aujourd'hui faire valider leur carte d'identité par les autorités pour pouvoir jouer, et leur temps de jeu est contrôlé. Et Delphine, il y a une loi qui risque de passer, qui est un peu scary, qui dit que les jeux ne pourront plus contrevenir, si vous voulez, à la constitution chinoise. Il ne pourra plus y avoir un jeu qui est en opposition, qui donne des messages, qui est en opposition avec la constitution chinoise. Et si ce projet de loi passe, il dit aussi que les achats et les récompenses seront bloqués, pas seulement pour les mineurs, mais aussi pour les majeurs, dont la carte d'identité n'aura pas été validée par les instances gouvernementales. Donc en fait, au-delà de toute politique économique, ce qu'on s'aperçoit, c'est que sur une population qui est aussi grande, aussi engagée, si vous voulez, dans un média, et ben là, le gouvernement s'en sert pour mieux la contrôler, mieux connaître les habitudes, et c'est ça aussi qui est scary. Alors, vous vouliez terminer cette chronique en nous parlant de Meta. Oui, parce que Meta vient d'annoncer qu'il mettait à la disposition de tous les constructeurs de casques et de lunettes VR leur operating system. Bon, le operating system qui a fait, si vous voulez, le succès et le bonheur de leur MetaQuest. Donc c'est très bien. En fait, Meta est en train de dire, voilà, on n'a pas le monopole des bonnes idées dans les casques VR. Bon, alors on n'avait pas besoin qu'ils nous le disent, puisque Apple venait de nous le rappeler avec leur Apple Vision. Je ne sais pas si vous l'avez essayé, mais c'est juste incroyable. Et donc c'est une bonne chose que Meta mette à disposition son OS. Mais il y a un côté un peu plus sournois, à mon sens, derrière, puisque au travers de la mise à disposition de cet OS, ils mettent aussi à disposition leur Meta Horizon Store, qui est une boutique d'applications VR, un peu comme l'App Store, si vous voulez, est à l'iPhone. Voilà. Et donc, ils veulent imposer quelque part leur boutique. Et quelque part, on se dit que Meta a plus à gagner sur la VR avec une boutique qu'en construisant des casques. Alors, les App Store, c'est 135 milliards de dollars dans le monde. Si on imagine que seulement 5% de ce montant-là est dédié à la VR, ce qui est une proportion tout à fait réaliste, on se dit que peut-être Zuckerberg n'est pas si mauvais que ça en maths et que ça vaut peut-être le coup de faire ça. C'est fort possible. Merci beaucoup, Merci, Guillaume Monteux, président de Gatsby.